Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire VMF Crescendo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, juste pour vous rappeler, VMF Crescendo, c'est la section des VMF qui s'adresse aux 35-55 ans et qui organise ce type de manifestation, ce type d'événement. Donc, ce soir, nous sommes là pour parler ensemble de restaurer et habiter le patrimoine, l'inventivité sous contrainte. Alors, il faut prendre le terme d'habiter au sens vraiment large. Habiter, utiliser, vivre le patrimoine. Et nous avons pour parler de cela ce soir avec nous deux architectes qu'on a vraiment de la chance d'avoir avec nous et qui ont deux profils bien différents tout en partageant le même goût pour le patrimoine. Marion Perrault, qui est architecte du patrimoine, architecte des bâtiments de France, Marc Bigarnet, qui est architecte et maître de conférences. Et vraiment, tous deux ont des profils complètement différents, mais ont bien en tête le fait que le patrimoine, s'il est muséifié, s'il n'est pas utilisé, habité, il meurt. Donc, pour commencer, je pense que, Marion, je vais vous donner la parole pour que vous nous racontiez un peu votre parcours, votre profil. Vous êtes passé par Chaillot, vous avez été 7 ans architecte du patrimoine et vous avez une notion de votre métier quasi médical, vous m'avez dit en préparant. Oui, bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à VMF et puis à Crescendo pour cette invitation qui m'honore, je dois le dire. Donc effectivement, comme vous l'avez dit Isabelle, moi je suis architecte des bâtiments de France depuis 3 ans environ et auparavant j'étais plutôt dans la maîtrise d'œuvre, donc architecte du patrimoine, donc j'étais dans le monde du privé en fait. Moi, j'ai commencé mon parcours par un master d'architecture, également un master d'histoire. Et je me suis rendu compte assez vite au cours de ces études que je n'étais pas forcément très créative, hein, que je n'étais pas forcément très attirée par le projet, par le fait de construire, de construire du neuf, mais qu'en revanche, je pense comme beaucoup de monde qui participe aujourd'hui à ce webinaire, j'étais fascinée par ce qui est déjà là en fait, par ce qui raconte peut-être une histoire silencieuse et par ce qui reste une fois que l'architecte n'est plus, une fois que l'artisan n'est plus, etc. Ce sont les constructions qui restent. Et c'est pour ça que au début de ma carrière professionnelle, je suis partie travailler en Égypte, donc sur des temples pharaoniques. Par la suite, pendant environ 7 ans, j'ai travaillé pour l'agence d'architecture AREP, qui est la filiale architecture de la SNCF. Et à ce titre-là, je travaillais sur des gares anciennes, en fait, des gares monuments historiques. Je m'occupais de les restaurer et puis d'essayer de les mettre un petit peu au goût du jour, on va dire, pour permettre, en fait, comme vous l'avez très bien dit, la continuité de la vie dans des bâtiments anciens historiques. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, moi j'ai aussi fait l'école de Chaillot, donc c'est-à-dire que je suis devenue au bout de 2 ans d'études de spécialisation une architecte du patrimoine. Et si vous voulez, à Chaillot, on y apprend un peu ce que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien et comme vous l'avez mentionné, ce qui est de l'ordre du soin pour moi. C'est-à-dire que, à mon sens, le travail d'un architecte du patrimoine, c'est assez proche du travail d'un médecin, en fait. C'est-à-dire qu'on va appréhender un bâtiment ancien comme un médecin va appréhender un corps humain. Voilà, si on a une maladie à diagnostiquer, on fait justement cela, un diagnostic, des examens. On met le patient, le malade sous observation, on produit des remèdes peut-être, on teste des choses, ça marche pas, on réessaye, on refait des soins, et peut-être parfois jusqu'à la guérison, et c'est vraiment comme ça que je vois le métier d'architecte du patrimoine. Je pense que ce qui est très important aussi dans ce métier-là, c'est la notion de confiance, tout comme la confiance est essentielle entre un médecin et puis son patient. Avoir confiance dans le fait que le médecin peut vous guérir et qu'il faut lui faire confiance. C'est la même chose, je pense, quand on est propriétaire d'un bâtiment ancien. Il faut faire confiance à l'architecte du patrimoine parce qu'il va trouver, on espère qu'il va trouver et qu'il va guérir ce dont souffre ce bâtiment.
Voilà, ça c'est un petit peu la vision que j'ai depuis quelques années, depuis que j'ai commencé ma pratique professionnelle. Cette notion un peu du soin et du rôle du médecin du bâtiment. Mais il y a d'autres, voilà, il y a beaucoup d'autres visions qui existent dans le milieu de l'architecture et des architectes. Et du coup, ce qui me permet de faire une petite transition vers mon co-conférencier, monsieur Marc Vigarnet, qui est en fait qui était mon professeur en fait quand j'étais étudiante il y a plus de 15 ans. Il fait partie des profs qui m'ont donné envie en fait de poursuivre dans cette voie-là. Et lui, il a une vision assez différente de la mienne. Il n'est pas architecte du patrimoine, mais pour autant, dans son travail au quotidien, il fait preuve d'une vraie politesse, je trouve, envers l'existant. Et voilà, c'est pour ça que je souhaiterais pouvoir lui passer la parole, si vous m'y autorisez, Isabelle. Bien sûr, Marc, au contraire, racontez-nous un peu vos études, votre parcours et votre côté créatif que Marion prétend qu'elle n'a pas, mais je suis sûre que c'est qu'à moitié vrai. Ah, Marc, votre micro est encore coupé. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Isabelle, Marion, et puis à tous les observateurs de ce webinaire. Alors, c'est vrai que mon parcours, on s'est croisés, en fait, effectivement, il y a 15 ans, avec une quinzaine d'années, avec Marion. Alors, je commence peut-être par ça. Effectivement, moi, mon rôle, en fait, en tant qu'enseignant, du coup, en fait, ça a été plutôt d'initier, en fait, des jeunes étudiants à l'architecture et au projet d'architecture, parce que c'est un peu différent, hein, en fait, la connaissance de l'architecture en tant que savoir, et puis l'exercice du projet architectural, c'est vraiment autre chose. Et je me souviens quand même un peu de Marion, en tant qu'étudiante, qui avait quand même fait preuve d'une certaine créativité, en fait, dans son projet. Et donc, alors après, la créativité, bon, je vais pas en faire je vais raconter un peu mon parcours, parce que j'ai un parcours, moi, classique, en fait, d'architecte. J'ai eu un bac scientifique, même si la plupart du temps, les étudiants en architecture, en fait, ont plutôt des bacs de maths, quoi, en fait, hein, c'est plutôt souvent ça. On manque un peu aussi de littéraires et de philosophes, en fait, dans les écoles d'architecture. Donc, moi, j'ai eu, après, c'est mon prof de maths en terminale qui m'a, alors j'ai fait plutôt un bac qui m'orientait vers les carrières d'ingénieur, en fait, qui m'a soufflé, en fait, l'idée de m'engager dans des études d'architecture, alors que je connaissais absolument rien. Je savais pas ce que c'était qu'un architecte, et donc c'est plutôt avec beaucoup de curiosité, en fait, que cette piste-là m'a été offerte par mon prof de maths, que franchement, je remercierai jamais assez, parce que jamais j'aurais imaginé faire ces études. Je peux pas dire que j'ai fait ces études par vocation, ça a été plutôt progressif, en fait, une porte qui s'est ouverte, je suis rentré dedans, puis je suis resté, quoi, grosso modo, et je regrette rien, d'ailleurs, en fait, en l'occurrence. Alors après, donc j'ai fait mes études à Saint-Étienne, à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Et puis, en fait, j'ai eu la chance, en fait, pendant mes études, de travailler pour mes enseignants aussi, en fait, hein, dans des agences. Donc, il y a un rapport aussi j'ai eu cette chance-là, en fait, hein, d'avoir été admis par mes enseignants dans leur agence, en fait, pour les accompagner dans leurs projets. Et dont, en fait, la dernière agence, en fait, dans laquelle j'ai travaillé, c'est une agence, ça a été une grosse agence à Lyon qui s'appelle Jourda et Perrodin. Je sais pas si, en fait, vous connaissez, en fait, cette agence qui officiait, alors ils sont séparés maintenant, c'était un couple, en fait, elle est décédée depuis. Lui, il continue, en fait, son travail, en fait, et sa quête, en fait, d'architecture. Mais en fait, c'est des gens qui m'ont énormément marqué à une période, en fait, dans les années 90. C'était la fin de mes études, donc du siècle précédent, dans une époque qui est radicalement différente, en fait, de la nôtre, en fait, aujourd'hui, où eux étaient engagés beaucoup dans un courant high-tech, en fait, et où, en fait, la question de la ressource, en fait, mobilisait
leur démarche, en fait, puisque à l'époque, en fait, on pariait beaucoup sur, enfin, eux, en tout cas, pariaient sur, comme tout un courant, en fait, de pensée qui a existé, en fait, à l'époque, pariaient sur le fait que pour réduire, en fait, il y avait déjà des questions environnementales qui étaient en jeu, en fait, dans leur démarche. Mais alors, donc, ils imaginaient faire tout ce qui était possible, en fait, pour construire des bâtiments en utilisant le moins de matière possible. Alors, je vais pas faire un cours, en fait, là-dessus, mais c'est important parce que eux-mêmes, en fait, étaient du coup à l'antithèse du patrimoine. C'est-à-dire, en fait, on était à l'antithèse dans le sens où, en gros, il s'agissait de penser l'architecture contemporaine avec des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de pensée, des nouveaux modes de construction et du coup de dessin aussi de l'architecture, dans une économie la plus drastique, en fait, en gros, des ressources de la planète. Et en fait, cet exercice est allé très loin, jusqu'à être morné quasiment, en fait, enfin dans les années 2000, quoi, même un peu avant, en fait, puisque l'économie de matière imposait en fait une surenchère d'ingénierie. Et donc la matière, en fait, globalement, elle coûte moins cher que les ingénieurs. Et en fait, dans un contexte économique où en gros, le coût de construction est quand même une donnée importante. En fait, en gros, on a quand même pensé à la fin du XXe siècle, en fait, des bâtiments qui demandaient plus d'ingénierie et donc plus de savoir-faire extrêmement qualifié, en fait, pour arriver à réduire en fait les matériaux, donc les matériaux de construction. Donc moi, en fait, ben, voilà, ma formation, je l'ai faite avec eux. Et puis ensuite, alors pour être un peu rapide, parce que je sais que je suis un peu j'ai tendance à être un peu bavard. Non, mais c'est très intéressant cette notion d'utilisation des matériaux. Ouais. Je pense que ça se retrouve après quand on reprend une maison ancienne. Exactement. Alors, il faut comprendre aussi. Alors, pourquoi moi, petit à petit, en fait, la notion de patrimoine est arrivée. Donc, ensuite, j'ai eu en tant que jeune architecte, en fait, on a participé avec mon associé d'aujourd'hui, qui était un compagnon d'école. On a participé à un concours qui s'appelle Europan 3. Enfin, à l'époque, c'était la troisième session, qui est un concours international qui est ouvert aux jeunes architectes de moins de 40 ans qui n'ont pas de référence, en fait, et qui, par contre, en fait, ont des idées, ou en tout cas, on était sollicités pour répondre à des questions thématisées par le concours. Donc, nous, on a répondu, on choisissait notre site, en fait, et dans toute l'Europe, il y avait des propositions de sujets. Et donc, on a choisi, nous, un site. Alors, comment dire, on a choisi de façon un peu extrême et par hasard, enfin pas par hasard complètement, mais un terrain dans un quartier ancien, en fait, de la ville d'Alicante, en fait, qui est le centre-ville historique, en fait, de la ville d'Alicante, donc en Espagne, sur la Costa Blanca, au sud de Valence. Et en fait, nous, ce qui nous a déjà intéressé, en fait, à l'occasion de ce concours, c'était justement comment intervenir de façon contemporaine et pertinente, en fait, dans les années, donc c'était 95 le concours, 93 même, comment intervenir en fait de façon contemporaine dans un quartier ancien. C'était le sujet qui nous intéressait et plutôt sur un petit projet de quelques logements qui était proposé en fait dans le cadre de concours, mais avec une question pour lesquels on n'était absolument pas spécialiste, qui était, en fait, il fallait aussi proposer en arrière-plan, c'est donc le centre-ville d'Alicante, il y a une colline avec un château tout en haut, et en fait, dans le cadre du concours, il fallait faire des propositions d'aménagement du parc, enfin d'un parc, en fait, qui n'existait pas, mais sur le flanc de cette colline, donc entre la ville historique, la Médina, en fait, en gros, et le château fort de défense, en fait, qui est construit en haut. Et donc déjà, cette question, donc très vite, je ne sais pas si je partage tout de suite les documents, le temps file un peu, là, en fait, je peux vous Oui, mais vous pouvez peut-être montrer une ou deux photos. Alors, je peux essayer de partager, parce qu'en fait, après, je sais pas comment organiser ma présentation. On a bien dit que c'est pas une conférence, donc je vais pas faire un cours. Mais en gros, voilà, en fait, pour expliquer le parcours, là, donc aujourd'hui, on a, depuis ce concours qui a été réalisé, que je vais montrer quelques images, on a construit une agence, donc avec mon associé, qui est à Paris et à Bourg-en-Bresse, en fait, là. Maintenant, donc le gros de l'équipe est à Paris, mais moi,
enfin, je suis maintenant en fait installé aussi à Bourg-en-Bresse. Et donc ce projet nous a amené en fait toute une série de questions sur progressivement sur la notion du rapport entre l'architecture contemporaine, enfin l'action contemporaine en tout cas, hein, parlons pas de style, mais disons que en fait on agit aujourd'hui, qu'en fait dans tous les cas, en fait tout ce qu'on fait c'est contemporain, même si on s'occupe du patrimoine, en fait c'est fondamental parce qu'on n'est pas à part Guédelon qui, vous voyez en fait qui et encore même en fait hein, la limite est fine, mais à part des démarches qui se fondent directement dans les techniques anciennes et dans le mode de vie ancien avec les outils. Aujourd'hui, en fait, on agit, enfin moi en tout cas dans mon agence, on agit aujourd'hui de façon contemporaine. Donc la question du coup de l'inventivité sous contrainte, comme c'est le sous-titre en fait de ce webinaire, en fait pour moi c'est une question de projet, c'est pas une question de patrimoine. C'est pas spécifique au patrimoine, c'est une question propre en fait au projet d'architecture, au projet en fait, de transformation. Donc nous on est arrivé, je sais pas, je vais essayer de partager quelques images en fait pour que ce soit un peu je vais essayer de faire ça de façon vivante. Oui, pendant que vous partagez, Marc, je voulais juste vous citer vous-même. Dans notre préparation, vous nous avez dit que l'espace dans lequel on vit a des temporalités différentes. Oui, alors ça c'est bien sûr parce qu'en fait on vit nos villes et nos aménagements urbains, même ruraux d'ailleurs en l'occurrence, en fait sont faits de constructions qui existent en fait déjà pour la plupart. Et beaucoup souvent les villes sont en chantier et donc en fait on peut dans une même rue en fait côtoyer un bâtiment du 15e siècle ou du 16e siècle avec un autre qui est daté d'hier quoi. En fait en gros la ville est faite de ça, de ces sommes plus ou moins heureuses en fait entre de différentes temporalités. Donc l'espace en fait dans lequel on vit, il est fait en fait déjà de temporalités différentes avec lesquelles qu'on côtoie en fait tous les jours, peut-être même sans s'en rendre compte en fait, hein, mais quand même. Vous savez tous l'intérêt que chacun peut avoir à aller visiter des villes, des centres anciens. En fait, enfin, il y a des destinations, en gros. Enfin, comment dire, le tourisme estival ou pas, d'ailleurs, en fait, s'appuie quand même pas mal sur le fait d'aller visiter telle ou telle ville. En fait, bon, c'est un truc un peu quotidien, mais même, enfin, un peu dans nos centres d'intérêt communs, en fait, en tant qu'habitants simplement de la planète, quoi. En fait, grosso modo, on s'intéresse en fait à d'autres lieux et à d'autres modes d'habiter. Et en même temps, comment dire, en fait, on côtoie aussi en fait des lieux qui sont construits aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. Donc ça, c'est un peu, on s'en rend pas compte, mais finalement le patrimoine, enfin la question patrimoniale, elle est déjà ancrée dans le dispositif urbain, quoi, en fait, hein, physiquement. Et sans parler de l'aspect culturel, en fait, sur lequel après on hérite encore de choses, en fait, un peu ancrées dans le temps depuis très très longtemps, quoi, en fait, voilà. Est-ce que c'est pas ça le premier conseil à donner aux gens qui s'intéressent justement à la reprise d'un bâtiment patrimonial, de leur dire prenez conscience de ça? Bah, bien sûr. Enfin, alors. Non, Marion, vous vouliez. Marion, tu peux peut-être. Non, mais je connais bien Marc et je sais qu'il faut parfois attraper la parole. Mais Marc, si tu veux partager ton écran en attendant. Oui, tout à fait, Isabelle, vous avez raison. Enfin, Marc aussi a raison de dire que en fait, le monde où on vit aujourd'hui, c'est un tissage en fait d'époque, c'est un tissage de style, c'est un tissage de choix et parfois de mauvais choix de nos prédécesseurs. Et que bien sûr, quand on reprend, on a envie de restaurer un bâtiment un petit peu ancien, un peu historique, on doit aussi jongler avec l'histoire de ce bâtiment. Un bâtiment construit au XVe siècle, il a eu une vie jusqu'à aujourd'hui. En fait, il a pu évoluer au XVIe, au XVIIe, beaucoup au XIXe. Souvent, c'est le XIXe qui fait du mal ou du bien. Hein. Enfin, après, ça dépend comment on voit les choses. En fait, ce dont on hérite, c'est cette juxtaposition des époques. C'est rarement un bâtiment muséifié qui a été, vous voyez, mis entre parenthèses à une époque et qui n'a pas évolué depuis. C'est très rarement le cas, en effet. Marc, si tu veux parler peut-être de ce... Voilà, du coup, je parlais plutôt d'Alicante en premier, en fait, donc de ce parc en Espagne. En fait, c'est
la commande finalement qui est issue du concours dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, comporte, enfin, c'est focalisé non pas sur les logements qui étaient liés au concours d'idées, en fait, hein, parce que Europan, c'est un concours d'idées. Mais du coup, en fait, dans les discussions, c'est parce qu'on a parlé à travers le projet de logement de l'histoire de la ville et de son rapport au paysage, en fait, que la ville d'Alicante nous a dit, en fait, c'est plus pertinent que vous travailliez sur le parc, en fait, parce que finalement, il y a personne avant vous, en fait, nous avait raconté notre ville à travers le logement comme vous l'avez fait. Donc, il y a toujours des tissages, en fait, entre les sujets concrets, en l'occurrence le logement qui était l'objet du concours, et puis les idées en fait qui sont portées par les objets en fait. En gros, voilà. Donc, pour résumer un petit peu, en fait, je vais montrer des images en fait après, mais moi j'ai appris dans cette première expérience hein, qui mêlait à la fois des questions d'urbanisme, des questions de paysage, des questions d'architecture sur un territoire assez vaste, en fait, hein, 7 hectares, c'est quand même un gros morceau, en fait, à penser, à aménager. Pour un architecte, en fait, c'est une chose qui, enfin, pour moi, j'avais pas d'expérience de cette nature et de cette ampleur. Donc, on a d'abord, en fait, eu la première notion, en fait, peut-être sur ce projet, ça a été que c'est la responsabilité de l'architecte par rapport au lieu qui existe déjà, en fait, hein, et là, vous allez voir, en fait, un peu si je peux me permettre de t'accompagner là-dessus, c'est très important cette notion de responsabilité. Moi, je parle aussi de politesse, en fait. Ouais. Mais la responsabilité, elle dépasse en fait l'engagement imaginatif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver des solutions, en gros, pour aménager des espaces qui engagent en fait autant la mémoire du lieu que son devenir. En fait. Et on est dans la conception du projet. En fait, c'est une chose qui nous dépasse nous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est pas nous en tant que personne et notre point de vue, c'est notre savoir-faire au service en fait d'un lieu et de ses transformations. Et là, en l'occurrence, nous, il s'agissait de transformer le blason de la ville. Vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai des images explicites en fait là-dessus. Donc, c'est pas rien quand on a 29 ans et qu'on nous confie en fait la transformation du blason d'une ville qu'on connaît pas et qui en plus est à l'étranger. Ensuite, il y a eu une autre notion en fait sur la question du patrimoine, parce que souvent on parle de quoi on définit en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on définit par le patrimoine? Souvent, on restreint la question beaucoup à la question de l'architecture et de l'édifice. Mais moi, ce que j'ai appris avec ce projet en Espagne, en fait, c'est que la notion de projet, en l'occurrence, en fait, ici, elle combine, en fait, des questions qui sont liées à l'urbain, à la ville, en l'occurrence, en fait, à Alicante, des questions d'architecture, d'édifice, et des questions de paysage, de façon indissociable, en fait, hein. En gros, le patrimoine, ici, c'est la somme, en fait, enfin, c'est la somme comment dire, on s'entremêle, c'est plutôt un entrelacement en fait de questions qui sont liées, qui interrogent en fait des notions urbaines à grande échelle, des questions d'architecture et d'édifices et de construction, et puis leur rapport au paysage. Vous allez voir un peu peut-être avec les images que je vais vous montrer après. Donc il y a le rapport de la ville en fait face à la Méditerranée. Donc en fait ça c'est donc les questions d'horizon là en fait parce que la situation est extraordinaire. Et puis donc je redis, mais la question d'architecture pour moi, c'est des questions qui interrogent conjointement des questions de sol, d'infrastructure et d'édifice. Donc le sol, en fait, dans sa fertilité, dans sa qualité aussi à supporter l'architecture et à faire espace public, parce qu'entre les bâtiments il y a du vide hein, aussi, enfin du vide. Voilà. Et puis avec deux temporalités. Alors ça a été nouveau aussi pour moi en fait en tant qu'architecte, alors que j'avais plutôt participé à la construction d'édifices, de se rendre compte que en fait entre architecture et paysage il y a deux temporalités qui sont opposées en fait. Hein. Une architecture quand on la construit, en fait son avenir si on fait rien, c'est d'être une ruine. Donc en fait nécessairement avec l'architecture va la notion d'entretien, c'est une chose indissociable. En fait si on fait rien, un bâtiment devient une ruine. Et ça rejoint ce que je disais en préambule en fait, qui est que une architecture c'est comme un corps humain et que le devenir c'est la finitude. Ouais. Et sans entretien, on perd tout.
on Ouais, perd. voilà. Donc en fait, ça c'est valable pour les bâtiments anciens, mais c'est valable aussi pour les bâtiments récents, en fait, en gros. Absolument. Donc il faut penser la durabilité et l'entretien et prévoir. Et après, par contre, le paysage, c'est magique, c'est l'inverse. En fait, c'est exactement l'inverse. Vous plantez une graine. Et en fait, ce qui était une petite graine devient nature, quoi, en fait. Et ça, c'est avec le temps, les choses s'embellissent. En fait, alors là, à l'inverse, s'il y a de l'eau et s'il y a une terre fertile, il y a absolument rien à faire. En fait, en gros, on est à peu près sûr qu'avec le temps, ce sera toujours meilleur, en fait, que quel que soit ce qu'on fait, ce sera toujours plus beau. Les arbres auront leur port complet. Enfin bref, ils viendront à maturité. Donc, on a deux temporalités, en fait, qu'on avait à gérer, en fait. Sur comment livrer un parc en le plantant tout neuf avec des petites plantes en fait qui vont devenir très grandes et qui vont changer complètement l'espace avec le temps, faire de l'ombre alors qu'il n'y a pas d'ombre. Et puis à l'inverse en fait, comment penser des bâtiments qui vont avoir une durabilité au moins aussi importante que la maturité du paysage. En fait, c'est des questions qui nous ont beaucoup interrogés. Et puis enfin, et pour aller vite aussi, en fait, c'est le projet, c'est un processus de transformation. Et alors nous, on a un peu, on est des architectes en fait qui concevons des bâtiments ou des lieux neufs, en fait, en gros, enfin neufs, en tout cas, c'est à nuancer en fait encore cette question parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Marc, si je peux vous interrompre une seconde, si vous voulez nous montrer des photos. Ouais. Et donc l'idée, c'est voilà, donc voilà le site en fait, hein, c'est toute la colline. Là, je sais pas si vous voyez ma souris. En fait, Ah oui, on voit bien. Le périmètre du projet, c'est toute cette colline. On a la Médina en fait tout en bas du quartier, et puis la mer, la Méditerranée, la plage, et il y a le port à droite, en fait, de la ville d'Alicante. Et donc, en fait, on est dans cette situation voilà, c'est quand je disais qu'on change le blason, vous voyez, en fait, il y a la mer, le rocher, le château, la mer, le rocher, le château. En fait, on touche, en fait, le rocher entre le château et la mer, en fait, et c'est le blason de la ville. Donc, c'est ça, la responsabilité, c'est de prendre conscience, ici, en l'occurrence, mais ça a été puissant, hein. Enfin, c'est puissant pour nous, parce qu'en plus, ce rocher, il a été attaqué par les Français, qui l'ont bombardé, donc il y a encore des stigmates des bombardements par les Français, et nous, on était des jeunes Français qui devions réparer, en fait, en gros, ce sol oublié, alors pas oublié vraiment, mais en fait, qui a des fonctions militaires, parce que c'était le bas du château, etc. Donc voilà, vue de la mer, en fait, évidemment, on comprend qu'en plus ce parc-là, c'est une façade, en fait, en gros, c'est pas du tout un horizon seulement, en fait, c'est une façade, donc il y a un côté un peu monumental, en fait, déjà c'est déjà un édifice, en fait, quelque part, le sol est un édifice. Et Marc, justement, pour nous raccrocher avec notre thème d'aujourd'hui, il y a une question qui est très intéressante, je trouve, que pose un de nos auditeurs qui nous demande, parce que là, c'est un espace public, évidemment, ouais. Et qui nous demande si l'approche est la même en termes de responsabilité, en notion de projet, quand on parle d'un espace privé. Alors c'est très intéressant cette question, elle est passionnante. Parce que en fait, pourquoi elle est passionnante? C'est parce qu'un architecte, en fait, la mission de l'architecte, et Marion va le confirmer, en fait, en gros, elle s'appuie sur la loi de l'architecture de 77 qui définit en fait que l'architecture est d'intérêt général. Oui. Et ça veut dire en fait que la responsabilité. Alors donc ça c'est une notion qui est vraiment intéressante et qui est difficile à faire comprendre à des privés. En fait, en gros, que la part en fait, il y a en fait sur un terrain privé, ce qui est comment dire, la notion de patrimoine d'ailleurs en fait dépasse la notion du propriétaire en fait en vérité. On est propriétaire d'un terrain. Mais en gros, l'architecture qui est posée dessus, en fait, regarde les autres. Dans le sens où, en fait, la fenêtre regarde l'horizon, mais en même temps, en fait, elle regarde les autres dans le sens où, en fait, les autres, les voisins, ont un intérêt à regarder ce qui est visible et en fait, enfin, l'objet en fait d'une construction. Oui, donc, si compléter juste sur ça, ça rejoint en fait une phrase de Victor Hugo. Ça fait longtemps qu'on a cette vision des choses. Victor Hugo nous avait dit, je crois, quelque chose comme l'intérieur de ma maison ne regarde que moi, mais l'extérieur de ma maison regarde les autres. En fait. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ça appartient à autrui, en fait. Et cette notion de propriété privée qui n'est pas complètement privée, puisqu'elle appartient aussi à celui qui la regarde. Ouais, et c'est ça qui est souvent, c'est pour ça que la question elle est vraiment pertinente en fait là sur la notion de patrimoine parce qu'elle engage en fait cette question
en tout cas, ce qui concerne en fait l'architecture et en fait les missions de l'architecte, qui sont d'abord d'intérêt général. Absolument. Enfin, d'abord, en l'occurrence, c'est pas exact en fait, parce qu'en fait, c'est conjointement. En gros, l'architecte, il doit en fait à la fois contenter les besoins en fait des clients, qu'ils soient privés ou publics, et en même temps, parce que la responsabilité dont on parle en fait d'intérêt général, elle concerne aussi les élus en fait, hein, et la collectivité publique. Et en fait, en gros, il y a toujours un petit peu en fait, quand c'est un particulier qui est propriétaire d'un terrain, en fait, les choses sont difficiles parce qu'en fait, souvent, il dit, bah, je suis propriétaire, je suis chez moi, je fais ce que je veux, en gros. Mais un élu, en fait, il peut avoir la même vision parce que c'est sa ville et en fait, l'intérêt général ou la vision sur le long terme, en fait, est difficile à partager. Justement, je pense, Marion, on reviendra sur vos projets après, Marc. Ouais, mais je me disais, Marion, vous pourriez, parce que vous êtes, enfin, ce qui vous meut, c'est l'intérêt général, c'est ce que vous nous aviez dit, et que c'est pour ça que vous avez souhaité être ABF et que vous avez été ABF pendant un certain temps. Vous nous avez dit qu'il fallait pas parler, enfin qu'il fallait éviter la muséification, que c'était un jeu d'équilibriste entre la protection de l'essence du patrimoine et la protection de la vie. Ça m'intéresserait beaucoup que vous nous fassiez quelques commentaires là, à ce sujet-là. Bien sûr, non, mais effectivement, ce que disait Marc Bigarnet sur l'intérêt général, qui est la responsabilité de l'architecte maître d'œuvre, c'est aussi la responsabilité de tous, et notamment des architectes des bâtiments de France. Effectivement, pour être ABF, en fait, donc on est des fonctionnaires de l'État. On est, je pense, les seuls architectes à être fonctionnaires. La plupart des architectes sont libéraux, hein, ils ont leur agence, ils travaillent pour un autre architecte ou ils sont professeurs. Mais donc on est quelques architectes à avoir passé le concours d'architecte urbaniste de l'État, et quand on fait ce concours et qu'on prend une option patrimoine, bien on est affecté en tant qu'architecte des bâtiments de France. Donc ça, je pense que plus ou moins tout le monde autour de la table virtuelle a déjà côtoyé ou croisé ou entendu parler des ABF. Je crois qu'on est assez peu nombreux, on doit être une peu grosse centaine en France, donc c'est pas non plus... Mais je crois que j'avais lu un article, je crois, dans le Canard enchaîné qui disait c'est incroyable parce que c'est une des professions avec le plus petit nombre de représentants en France et le pouvoir d'emmerdement maximum, donc comme ça, quoi. Mais en fait, bon, voilà, ce qui meut normalement les ABF et moi qui me meut, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai quitté le privé pour devenir architecte des bâtiments de France, c'est vraiment cette notion d'intérêt général et en fait, de comprendre en fait les intérêts personnels qui meuvent les projets, qui meuvent un porteur de projet, que ce soit un particulier qui doit repeindre ses volets ou bien le maire d'une grosse ville qui veut démolir un quart de son centre historique pour faire, je sais pas, un centre commercial. Donc, on comprend en fait, si vous voulez, les intérêts personnels, les intérêts financiers qui sont très lourds, toujours, et qui en fait ne sont pas à balayer, pas du tout en fait de la main. Mais au-delà de ça, en fait, la vision derrière, c'est au-delà c'est celle de l'intérêt général, et c'est l'idée de s'extraire en fait de l'instant T, voyez, du besoin à l'instant T de telle personne, tel élu, de tel désir, tel choix, et d'essayer de voir plus loin, et comme dit Victor Hugo, de respecter, enfin, voyez, d'avoir le respect et la politesse envers ce qu'il y a autour, et de voir d'être en fait une sorte de trait d'union. Aujourd'hui, on est, je pense, un trait d'union entre l'héritage du passé qu'on a reçu et ce qu'on donne à nos suivants, en fait. Et ça, c'est une notion qui est aussi assez proche de l'écologie. Au final, les ABF sont des écolos, même si vous ne vous y attendiez pas, c'est la révélation que je vous fais ce soir. C'est assez écologique, en fait, comme perception des choses, et c'est assez dans l'air du temps, en fait, parce que l'autre logique, c'est d'aller essayer de réparer ce qui est cassé. Je parlais tout à l'heure des bâtiments qui sont abîmés et qui ont besoin de soins, en fait, de guérison. L'idée, c'est d'aller réparer ce qui est cassé et non pas simplement de tout jeter à la poubelle et de faire du neuf, en fait. Ce qu'on voit, ce qui est en fait un petit peu le réflexe, vous voyez, un peu facile, un peu classique. Ah, ma maison est en train de s'écrouler, je la mets par terre et puis je refais un pavillon de promoteur. Et ça, c'est ce contre quoi on lutte. Et les architectes comme Marc luttent aussi contre ça à leur manière. Parce que quand on parle, ouais, vous parliez de jeu d'équilibriste, pour moi, l'équilibre, il est là, en fait, essayer d'identifier
ce qui est l'essence en fait du patrimoine, l'essence du passé, qu'est-ce qui vaut en fait, qu'est-ce qui a de la valeur et qui mérite qu'on le préserve, qu'on le garde, qu'on le protège et qu'on le donne aux suivants. Et qu'est-ce qui n'en a pas? Parce que tout ce qui est vieux n'est pas précieux, si vous voulez. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est précieux et que ça a de la valeur. En revanche, moi, mon travail, et je pense le travail des archives, c'est en général d'aller extraire ce qu'il y a de la valeur, de le protéger, et tout en permettant, comme on l'a dit au début, la vie et puis l'évolution, l'adaptation aux usages contemporains, sans pour autant perdre, vous voyez, l'essence de la chose. Et c'est là que l'équilibre est très dur, je pense, à maintenir. Après, on parlait de muséification tout à l'heure. Effectivement, c'est ce qui tue en fait les villes, c'est la muséification. C'est de devenir, vous voyez, une attraction pour touristes en mal de culture et de ne plus avoir, vous avez ces villages qui sont des très très beaux villages anciens qui sont muséifiés en fait, puisque dedans on n'a plus que des boutiques de souvenirs, des cartes postales, et il n'y a plus de vie dedans, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de ça. Et ça, c'est ce contre quoi on lutte vraiment au quotidien, parce que je pense que c'est pas la France dont on a envie, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, si. Et du coup, on a un auditeur, parce que du coup, je prends les questions et réponses en même temps, je les vois très bien sur mon écran, donc, qui nous demande si le fait d'être architecte d'État / fonctionnaire, est-ce que cela laisse plus de liberté d'action ou à l'inverse, est-ce que ça crée des contraintes? Alors, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, en tant qu'architecte des bâtiments de France, je n'ai pas le droit de construire, de faire du projet, je n'ai pas le droit de signer un permis de construire, c'est complètement interdit. Donc, à la différence de Marc, par exemple, qui lui est architecte libéral, qui fait du projet et qui construit. Donc, si vous voulez, les choix que je fais ne sont pas des choix de projet. Ce sont des choix où je vais réagir, si vous voulez, au projet qu'on va me soumettre. En général, ça va être un élu ou bien un particulier. Et je vais essayer d'analyser en fait le projet qu'on me présente au regard en fait de son environnement, de son histoire, etc., etc. Et je vois que monsieur, du coup, je prends la question en même temps. On me demande si je ne fais que du conseil et de la recommandation. Non. Donc moi, donc les architectes des bâtiments de France en fait ont un rôle, on appelle un rôle régalien, c'est-à-dire que le Code du patrimoine nous donne en fait le droit ou l'obligation, si vous voulez, d'avoir un avis conforme. Donc un avis conforme, c'est un avis obligatoire sur ce qu'on appelle les espaces protégés en France. Donc, je vais essayer de le faire très vite, mais en gros, les espaces protégés, vous avez en France des monuments historiques, des cathédrales, des châteaux, etc., qui génèrent autour d'eux-mêmes, par le Code du patrimoine, un rayon des abords de protection de ce monument. Et c'est dans ce rayon, dans ces abords, que moi j'interviens en fait, que j'ai une action. C'est-à-dire que tout projet qui intervient dans ce rayon, par exemple, il peut s'agir de la construction d'une maison individuelle, de la réfection complète d'une place publique, l'abattage des arbres, enfin voilà, tout ce à quoi vous pouvez penser passe devant moi. J'ai un certain nombre de semaines pour donner un avis conforme. Et si cet avis est défavorable, le projet ne se fait pas. Donc c'est un pouvoir régalien qui est très fort. Et du coup, avec ce pouvoir vient une responsabilité énorme en fait. Et donc, quant à la question qui était posée de savoir s'il y avait une difficulté en tant qu'architecte de l'État à se positionner, en fait, justement, il y a moins de difficultés puisque n'étant pas moi-même partie prenante, si vous voulez, j'ai pas d'intérêt financier à ce que le projet se fasse ou ne se fasse pas. Donc, c'est seul l'intérêt, enfin, du moins, la théorie, c'est que seul l'intérêt général guide en fait le choix que je dois faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui parle de pression politique. Alors, c'est passionnant. De quoi? Non, c'est passionnant les questions, là, c'est intéressant. C'est les bonnes questions, en fait, que vous posez. Effectivement, est-ce qu'il y a des pressions politiques? Bien sûr qu'il y a des pressions politiques. Et justement, pour éviter ces pressions politiques, pour du moins en être le moins affecté possible, moi, en fait, je dépends directement du ministère de la Culture, du ministre. C'est-à-dire que le pouvoir que j'ai, il me tombe du ministre. Il y a une délégation avec une signature en bas qui dit Marion Perrault, hop, paf, ABF dans telle zone. Et donc, si vous voulez, je peux pas me faire virer, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je peux pas avoir une pression telle locale que mon supérieur qui est au ministère dise, OK, on va lui mettre une petite pression, vous voyez.
Ce que je veux dire, c'est que comme on est placé dans les territoires, dans les départements, et en même temps, on ne dépend pas du département, on ne dépend pas des élus, on est indépendant, autonome. Donc c'est la raison pour laquelle les pressions politiques, ben, elles existent, elles sont plus ou moins fortes, et on essaie de les éviter. En tout cas, moi. Et mes collègues, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Oh, si, ça me paraît tout à fait bien. Je me disais, pour repasser sur du concret, que Marc, vous pouviez peut-être nous parler un peu de ce que vous avez fait dans votre propre maison. Et pendant ce temps-là, Marion, je vous suggère de lire une question très intéressante de Madame Charrier, je pense, mais qui est très longue. Donc, Marc, ça va vous laisser 5 minutes, Marc. Ouais, j'essaie de la lire en fait aussi pour parce que. Mais Marc, peut-être que pendant ce temps-là, vous pouvez nous parler un peu de votre maison. Ouais, alors je vais repartager l'écran. Alors... Isabelle, c'est dans le chat ou est-ce que c'est dans le chat. D'accord. Alors je regarde le chat. Voilà, donc parce que on avait prévu en fait dans le déroulé en fait Oui, mais vous savez, c'est la vie, alors on passe à autre chose. Oui, non, mais en fait, voilà, moi j'avais prévu en fait vous montrer une expérience en fait j'ai faite à titre personnel, donc c'est ma maison, ou c'est la maison en fait de moi et de ma compagne en fait, donc on est deux, donc c'est un projet commun. Et en fait, on a alors, moi en tant qu'architecte, j'avais jamais imaginé construire une maison pour moi. En fait, hein, c'était pas dans mes projets. Il s'est trouvé qu'on a eu l'occasion, en fait, on a été sollicité par des voisins alors qu'on louait une petite maison dans un hameau dans le Bugey, à côté de Bourg-en-Bresse. Nos voisins nous ont proposé d'acheter une ruine en fait qui était dans le hameau. Et donc pour moi en fait cette hypothèse là elle s'appuie. Alors du coup je vais un peu décaler le propos plutôt pour montrer que la question du patrimoine, en fait en tout cas ma relation au patrimoine, elle est aussi liée en fait à un propre engagement un peu. Marion a parlé d'écologie. Quelque part, en fait, il y a cette notion-là, évidemment, et puis il y a un engagement un peu politique aussi, qui est pas forcément, enfin, d'une certaine manière, parce que pour moi, en fait, du coup, envisager de retaper une ruine, là, vous allez voir les images, je vais les passer, mais c'était d'abord, en fait, la possibilité, en fait, de profiter d'une urbanité, d'une certaine urbanité et d'un rapport à la nature qui est introuvable en fait dans les lotissements aujourd'hui, quand la production un peu massive contemporaine de maisons individuelles contemporaines, en fait construire une maison dans un lotissement sur des terres agricoles, en fait en gros qui perpétue en fait l'étalement urbain dans des quartiers qui sont pas forcément bien conçus. Pour moi, c'était pas intéressant. Donc, par contre, en fait, essayer de retaper une ruine, en fait, dans un hameau, là, ça devenait intéressant parce que c'était un espace inhabité. Et en fait, c'est plus intéressant de redonner vie à un lieu en fait déjà constitué plutôt que d'aller poursuivre l'étalement urbain en fait qu'il y a partout. Après, en fait, la maison, la vieille construction en fait qui était posée en fait sur le terrain, c'est un tas de pierres, en fait, on va dire. Je vais montrer des images. Et donc là, l'hypothèse. Alors, attends, faut que j'arrive à trouver voilà. Donc le hameau, c'est ça. La maison en question, en fait, elle se trouve ici. Donc en fait, ça, c'est une vieille carte postale que j'aime bien montrer parce qu'en fait, vous voyez, dans ce quartier, il y a autant des maisons bourgeoises, en fait, très typées, des choses qui évoquent en fait l'Italie, et puis des maisons de vignerons, en fait, vraiment d'ouvriers, quoi. Donc c'est une maison d'ouvriers qu'on a acheté. En fait, voilà, c'était ça. Quand on a acheté le terrain, c'était ce tas de cailloux, en fait, grosso modo, coincé entre deux maisons, et donc voilà l'état, en fait, donc c'est le patrimoine, en fait, c'est le petit patrimoine, en fait, quelque part, en fait, qui à la fois n'a zéro valeur historique, en fait, en vérité, mais en même temps, quand on le regarde bien et qu'on fait attention,
Il y a quand même des murs en pierre, et ça, avoir une maison avec des murs en pierre, c'est quand même pas mal. Et puis déjà une configuration, un rapport au sol, parce que là il y a un rocher, en fait le sol est drainé, donc en fait il y a déjà une situation saine en fait de la construction qui était déjà inscrite en fait finalement, il y avait déjà aucune trace d'humidité, etc. Donc en fait il y avait des situations un peu parfaites et, et grosso modo en fait déjà dans la construction, déjà une matière intéressante, puisque les pierres de la construction étaient en partie, enfin, c'était possible de l'imaginer, cette ruine, comme étant une carrière pour le projet, en fait, en partie. Et donc ça, c'est un truc intéressant, c'est la grande valeur de la pierre, d'ailleurs, en fait, en gros, c'est qu'on peut la poser, enfin, la tailler, la poser, faire un édifice, et puis après démonter les pierres, et puis reconstruire un autre édifice. Ça, c'est l'histoire de l'architecture qui fait ça, y compris, en fait, pour une ruine comme ça. Donc, c'était un peu l'idée. Donc, dans un premier temps, il s'est agi d'abord, en fait, de consolider les murs. Alors donc c'est une petite maquette d'étude pour montrer ce qui reste des pierres dans le projet, en fait, en gros. Donc on a démonté, enfin j'ai imaginé plutôt démonter une partie en fait des pierres et de restaurer ce qui tenait debout en fait de façon la plus saine possible, avec les techniques en fait de maçonnerie qui vont avec, évidemment. Et comme c'est plus cher de construire un mur en pierre, enfin c'est cher de construire un mur en pierre actuellement. C'est cher d'ailleurs aussi de démonter un mur et de mettre la pierre en décharge, en fait, hein, ça coûte de l'argent. Donc l'objectif, en fait, ça a été de reconfigurer, en fait, de préserver ce qui avait de la valeur d'un point de vue de l'usage, dont l'escalier, par exemple, devant, les fenêtres, en fait, existantes, etc., de retaper un peu tout ça, mais par contre de démolir tout ce qui tenait pas debout, en préservant les pierres, en fait, sur le site le plus possible. Donc on en a fait donc ça, c'est l'enjeu. Donc ça, c'est une question, moi, qui m'a amené à identifier le fait que le projet devait être construit par un maçon. C'est important d'arriver à identifier avec la matière le métier, en fait, qui va bien avec. Et après, évidemment, une fois qu'on a enlevé tout et qu'il reste que quelques murs, il s'agissait de construire une charpente. Reconstruire, en fait, une charpente. Et là, tout le projet a été pensé à travers la conception de cette charpente qui couvre en fait les murs en pierre dont j'ai parlé et qui, elle, en fait, alors la construction de la charpente, elle appelle des techniques qui sont fondamentalement contemporaines. C'est-à-dire, en gros, le maçon qui manipule ses pierres, en fait, c'est quelqu'un c'est un empiriste, en fait, hein. Il empile. En fait, il s'appuie, il prend la pierre qui va bien, elle a des formes des formes spécifiques à chaque fois. C'est pas des pierres de taille en l'occurrence, donc c'est un empiriste et en fait il bricole pour que ça tienne. Alors que le charpentier, lui, aujourd'hui, en fait, on dessine la charpente, on l'a fait calculer par un ingénieur, c'est tout modélisé en 3 dimensions. Il y a un fichier qui part d'un logiciel qui va dans la scierie, et la scierie, en fait, elle prend en fait l'ensemble des pièces qui sont à construire, qui sont définies par le logiciel, et les bois arrivent, en fait, les troncs d'arbres arrivent dans la scierie, et grâce au logiciel, à la sortie, on a les poutres, les planches, les poteaux, etc., qui sont tous usinés de façon mécanique, quoi. Donc en fait, il y a une rigueur de la géométrie de la charpente qui est liée au processus de construction actuel et qui amène un dessin. Donc le projet que j'ai imaginé en fait pour cette maison, ça a été d'associer en fait le monde empirique du maçon et des anciens maçons, en fait, en gros, quelque part, avec le métier de charpentier contemporain. Et en fait, c'est l'assemblage en fait de ces deux métiers qui fait la maison et l'espace dans lequel on vit. Finalement, on vit entre la pierre et le bois, mais en fait, on vit aussi entre le savoir-faire d'un maçon et le savoir-faire d'un charpentier. Et c'était ça, moi, mon idée d'habiter, finalement. Dans cette ruine, elle m'a permis d'envisager cette façon d'habiter que j'aurais jamais pensé, en fait, si j'avais dû faire une maison neuve. J'aurais pensé sans doute complètement différemment. Voilà, donc quelques dessins, en fait, pour montrer un des premiers dessins qui montre un peu la transformation du lieu entre les deux maisons, parce qu'il y avait des questions de dénivelé et de rattrapage de toit. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail trop du projet. Et puis après, associé à la pierre et au bois, en fait, il y a le bois de la charpente, qui est en l'occurrence, en fait, un bois qui le choix des bois s'est fait aussi avec les essences locales, la scierie locale, etc. Donc en fait, il y a aussi cette réflexion sur le matériau naturel qui est issu en fait quand même
de la pierre en fait initiale. Hein. Quelque part, c'est la pierre du coin avec le bois du coin. Et en fait, après, il y a une démarche un peu jusqu'au boutiste d'une certaine manière sur la façon, enfin la plus sincère possible avec les matériaux naturels pour comment dire limiter le plus possible en fait l'usage de matériaux industriels en fait qui sont pas du tout adaptés à ce type de construction, ni en fait en termes d'esthétique a priori. Bon, ça c'est encore un choix personnel, mais ni surtout en termes de qualité des matériaux. C'est en fait la pierre, il faut qu'elle respire. En fait, on peut pas mettre de l'isolant en polyuréthane en fait pour isoler la maison. Donc en fait, on a choisi des matériaux biosourcés, etc. C'était important de choisir des matériaux avec une longévité. Et oui, alors c'était pas une bonne idée de forcément choisir les matériaux les meilleurs marchés possibles, mais qu'il fallait vraiment s'inscrire dans la durée sur ce type de réalisation. Alors ça, oui, c'est vrai que, enfin, bon, je vais essayer d'être court en fait sur cette question qui est particulièrement complexe. En fait, aujourd'hui, on est dans une pensée en fait de la surface, en fait, de l'enveloppe. Donc, en gros, ce qui compte, c'est l'apparence et la performance technique. Mais donc en fait on isole les bâtiments en pierre avec des matériaux pas chers en fait parce que l'isolant évidemment on le voit pas, donc en fait autant qu'il soit le moins cher possible s'il a des performances. Mais en même temps quand on fait ça en fait on détruit en fait on détruit la nature même en fait des matériaux, en l'occurrence de la pierre. Là, en fait c'est pas du tout performant. Enfin d'un point de vue ce qui est pas performant c'est en fait la longévité en fait des constructions. Et donc donc moi ça m'a amené à avoir une autre réflexion sur la maison aussi dans cette économie de projet qu'il faut arriver à trouver. Et ça, c'est des astuces d'architecte, en fait, hein, si je peux me permettre. C'est que la maison, c'est quasiment 100% de gros œuvres. En fait, en gros, à part les lots techniques qui sont, en fait, la chaudière, en fait, la plomberie et l'électricité, en fait, tout le reste de l'apparence de la maison, c'est essentiellement le gros œuvre. Donc voilà la maison, donc là on voit la charpente en fait finalement en partie qui fabrique alors ça s'appelle en Bresse en fait cet espace là des bords de toit protégés, ça s'appelle un hêtre en fait dans les fermes bressanes, c'est un espace ni dedans ni dehors. Donc là on a du coup protégé avec l'avant-toit comment dire, l'escalier, et puis dans cette avancée en fait qui est portée par une série de poteaux qui fabriquent aussi un filtre. Là, vous verrez la dernière image parce qu'en fait c'est aussi une relation avec le voisinage et les angles de vue par rapport à la rue. Donc en fait la charpente, en fait la toiture couvre en fait l'ensemble du bâtiment pour protéger la pierre et pour fabriquer cet espace intermédiaire en fait entre qu'on appelle le hêtre là en fait en gros et qui est plutôt voilà, donc ça c'est une image en fait un peu d'été avec des rideaux, enfin des rideaux des stores que j'ai acheté dans une quincaillerie. D'ailleurs en l'occurrence c'est pas des stores de luxe, hein, c'est chez le quincailler pour protéger en fait la façade. Voilà, il est vu. Voilà. Il nous reste 5 minutes normalement et je me demandais Marion si je termine rapidement. Avec oui pardon. Voilà. Je vous montre en fait juste des images un peu d'ambiance et la dernière image en fait qui était le rôle en fait de cette façade en bois en fait qui permet dans la rue en fait d'avoir une certaine intimité sur notre terrasse. Voilà. Et du coup Marion, parce que dans les questions je vois qu'il y a pas mal de questions qui s'adressent à vous Marion pour nos 5-10 dernières minutes. On va grappiller 5 minutes après l'heure. Sur le rôle de l'ABF, le fait que est-ce qu'on peut construire reconstruire quelque chose comme la maison de Marc dans le périmètre d'un bâtiment inscrit ou classé. Enfin, voilà. Je vois les interventions de Monsieur Lamontagne, je crois. Merci pour toutes ces questions. Vous êtes très actifs, c'est super. Alors, du coup, effectivement, alors pour moi, le projet de Marc, c'est vraiment un projet remarquable. Hein, et moi, je regrette qu'on n'ait pas beaucoup plus d'éléments comme ça parce que, en fait, ce que Marc vous montre là, c'est la preuve qu'on a l'impression que c'est une ruine, en fait. Hein, c'est une bergerie et n'importe qui achèterait ça, mettrait ça à la benne et puis ferait autre chose. Et Marc, en fait, il a vu, en fait, la valeur
à la fois du matériau pierre, donc de la pureté de ce matériau spécifique qui est réutilisable, en fait, qui est remployable à l'infini presque, et aussi la beauté du volume, la beauté de l'inscription dans l'environnement, de ses voisins, etc. Et en fait, avec son regard d'architecte très actuel, il réinterprète ça, il réinterprète des espaces anciens à la façon d'aujourd'hui. En fait. Et c'est ça qui est, je pense, vraiment remarquable et qui mérite d'être salué. Et alors, du coup, la question était si le bien se trouve dans une zone classée proche d'un monument, on ne peut pas avoir cette liberté d'action? Bah si, bien sûr que si. Au contraire, moi, j'encourage tout le monde à faire ça dans les abords des monuments historiques. En fait, le point de vue des ABF n'est pas oh là là, il faut tout mettre sous cloche, il faut refaire tout comme c'était il y a 300 ans. Non, ce n'est pas du tout ça, en fait, le discours des architectes des bâtiments de France, c'est de protéger l'environnement. Et si vous voulez, tout ça est interprétable. Alors, c'est ce qu'on nous reproche beaucoup, hein, l'interprétabilité, la subjectivité, peut-être parfois des avis. Mais l'idée, en fait, c'est que moi, je vois arriver un projet comme ça en face d'un monument historique. Bah, bien sûr, je vais travailler avec l'architecte. Je vais lui dire, ah, là, moi, je trouve que ça, c'est une façon qui est peut-être un impact qui est trop fort visuellement. Donc, moi, je te demande d'aller baisser un peu le volume, en fait, de tourner le volume. Ouais, c'est vraiment comme une radio, en fait. Vous baissez le volume ou vous augmentez le volume pour être intégré, pour ne pas être dans quelque chose qui va être une insulte, en fait, vous voyez, aux monuments ou aux abords ou aux habitants qui sont à côté, etc. Donc, ce type de projet-là, il suppose en fait du travail en amont avec l'architecte des bâtiments de France, mais c'est tout à fait possible en fait d'arriver à quelque chose comme ça. Marc, il y a beaucoup de bruit chez toi. Oui, parce que j'ai un problème de batterie sur mon casque, il faut que je trouve une autre solution. Et sinon, je vois juste les autres questions. Je voyais d'autres questions intéressantes sur. J'ai envie de répondre à en fait comment est perçu le projet par le voisinage. Alors ça rejoint la question de qu'on a dit tout à l'heure. C'est en fait en gros, c'est vrai que la transformation de cette ruine en fait a suscité des débats des discussions en fait dans le quartier et ça c'est assez passionnant parce que au final en fait moi j'ai eu des problèmes avec ma voisine parce qu'en fait pour d'autres questions purement esthétiques en fait c'est plutôt des questions en fait bon je vais pas raconter toute l'histoire mais en gros, évidemment, il y avait personne à côté de chez elle, donc il se retrouve avec, il y avait une ruine avec des lapins et des poules pendant très longtemps, et puis un jour, elle se retrouve en fait évidemment avec des voisins. Donc en fait, ça a été un sujet un peu particulier. Mais après, par contre, en fait, il y a eu la situation de cette maison est assez visible en fait dans le hameau, et évidemment, comment dire. C'est pas gagné en fait qu'elle fasse, enfin c'est pas évident non plus qu'elle soit bien appréciée en fait par le voisinage. Ça c'est une question compliquée en fait à résoudre. Aujourd'hui en fait, enfin il y a toujours une approche très agréable et des surprises en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, enfin qui s'arrêtent devant, qui regardent la maison. Enfin, maintenant les voisins la voient moins, mais et moi j'ai eu plutôt des approches très positives sur cette maison parce qu'elle a requalifié, elle participe à. Avant c'était une ruine, personne voyait cet endroit. Évidemment la maison elle assume sa position. Hein. On est dans une situation en fait particulièrement lisible. Donc moi l'idée c'était pas non plus en fait comment dire, c'était assez difficile vu la situation de la masquer ou de la rendre complètement neutre en fait par rapport aux autres. Mais en même temps, donc cette position un peu affirmée, là, en fait, elle a plutôt été très bien perçue. En fait, moi, j'ai eu que même des joies des voisins, en fait, d'avoir un quartier qui se transformait et qui comment dire, redonnait une autre image un peu plus contemporaine, en tout cas, en fait, que. Mais bon, on va le voir en fait avec le temps. Là, je vous montre des images qui ont. Enfin, avec le bois, le bois va griser. En fait, et l'hypothèse, c'est que en fait, avec le temps, quelque part, elle va pas disparaître, mais on est sûr qu'avec le bois, en fait, en gros, elle restera en fait, elle va se fondre un peu en fait dans le paysage.
En même temps, c'est pas une écriture fondamentalement très contemporaine non plus. En fait, hein, elle fait appel aussi à en fait un vocabulaire en fait qui est plutôt transversal dans le temps. Je vous ai montré la loggia tout à l'heure italienne là, un peu. Vous avez vu vite sur la carte postale, mais cette maison, elle fait référence directement en fait à ce rapport des anciennes maisons à la vue, à l'horizon, par le biais de la loggia. Et ça, c'est commun aux maisons de vignerons et aux maisons bourgeoises. C'est très intéressant, en fait, hein, cette typologie-là. Bref. Oui, moi, je vois pardon, Isabelle, je vous ai pris la parole là, mais je vois que j'ai oublié de répondre à 2 personnes qui se sont exprimées un peu plus haut. Allez-y, on a encore quelques minutes, allez-y, sans problème. Tout d'abord à Madame Charrier, je crois, ou Monsieur Charrier, donc qui explique en fait qu'elle est élue, c'est ça, je crois que vous êtes élue, Madame, et vous disiez que vous avez beaucoup de difficultés à trouver en fait de bons archis, de bons urbas, et que du coup, voilà, votre village a été très abîmé en fait par des projets médiocres. Alors, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais effectivement, comme pour les médecins, en fait, je continue mon parallèle, il y a un problème de recrutement, n'est-ce pas? Et dans la ruralité, c'est très compliqué d'avoir des bons professionnels, de les faire venir, de les intéresser. Je sais que c'est compliqué. Vous avez une ressource qui est très importante, qui est très utile dans tous les départements de France. Il y a un CAUE, donc un conseil d'architecture, urbanisme et d'environnement. Il faut vraiment vous tourner vers eux. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais eux, en fait, déjà, en général, ça dépend des départements, bon, il y a plusieurs systèmes, mais en général, c'est gratuit pour les communes, ou alors ça monnaie une toute petite participation, parce que c'est une émanation du conseil départemental. Et eux, en fait, déjà, peuvent vous aider à faire des esquisses sur vos projets, à vous diriger vers les bons professionnels, ils peuvent vous donner les bons numéros de téléphone. Donc, le CAUE, c'est une très bonne ressource et je parle pas que pour les collectivités, pas que pour les élus. Tout citoyen français, tout particulier peut faire appel au CAUE. C'est un conseil gratuit, en fait, qui vient avec votre taxe d'habitation. Donc, si vous payez votre taxe d'habitation, même si vous ne la payez pas, vous avez le droit à avoir un conseil auprès du CAUE. Donc, en général, ils sont dans la préfecture du département. Ça, c'est la première ressource vraiment à identifier. La deuxième ressource, c'est l'UDAP, tout simplement. C'est l'architecte des bâtiments de France. Donc là encore, ça dépend des départements. Il y a des départements où mes confrères sont tellement submergés de boulot qu'ils n'ont pas la possibilité d'accueillir en amont des particuliers ou des élus. Il y a beaucoup de départements où c'est le cas. Normalement, si vous demandez un rendez-vous avec votre ABF, vous lui demandez de l'aide, vous lui demandez de vous conseiller un bon archi. Normalement, vous devriez avoir quelques noms qui sortent et qui sont intéressants. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de choix qui tournent en rond, en fait, dans une sorte d'impunité, vous dites, et je le déplore, et malheureusement, on est tous dans le même bateau. Et ensuite, je vois qu'il y a une deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu de Daniela. Vous parlez du fait, en fait que assez peu de bâtiments, à votre sens, sont protégés au titre des monuments historiques. Et que du coup, je lis un peu ce que vous dites, un environnement défiguré, etc. Donc, effectivement, alors là, je mets un petit bémol là-dessus parce qu'il y a quand même, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un nombre de milliers de monuments historiques en France qui génèrent en fait autour de même des abords des espaces protégés. Moi, aujourd'hui, je suis ABF de l'Ain. Avant, j'étais ABF dans le Val d'Oise. Et dans le Val d'Oise, vous avez 80% du territoire qui est protégé par les architectes des bâtiments de France. 80%. Je ne sais pas si vous imaginez, on était 2 ABF. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a très peu d'ABF pour un territoire immense, vraiment. Dans l'Ain, c'est moins que ça. Je pense qu'on a 40-45% du territoire qui est protégé par les ABF. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, j'ai 50 permis de construire par jour à instruire. Et j'ai 1 mois pour le faire. Et c'est tous les jours que ça tombe et que ça tombe. Donc, si vous voulez, on est déjà très présent. Alors, c'est jamais assez, c'est peut-être. Et le fait est, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'État, en fait. Donc, les ABF, c'est l'État. Il n'y a pas que l'État qui doit être responsable, en fait, de la qualité de vie. Parce que c'est de ça dont on parle, la qualité de vie, la beauté des villages, leur attractivité. Je crois qu'il y a une autre question aussi d'une personne qui parlait des centres anciens désertés, etc. Je parlerai bien là-dessus.
Ouais, je te laisse la parole juste après. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les ABF, il y a aussi les élus locaux. Ils ont une responsabilité envers leur commune, la responsabilité de la qualité de vie de leurs habitants, la responsabilité de la protection du patrimoine et de la poursuite de la vie. Et ben là, c'est bête, hein, vous avez une action qui est le vote, quoi. Voilà, on peut pas, si vous voulez, l'État ne peut pas tout prendre en fait sur son dos, malheureusement. Et heureusement aussi. Et vous parlez aussi des protections en fait au titre des monuments historiques. Il n'y a pas que ça. Vous avez, je pense, dans toutes les communes dans lesquelles vous êtes, ou la plupart, vous avez un PLU, un plan local d'urbanisme. Ce document d'urbanisme qui est très très important, qui vous dit où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on ne peut pas construire, quelles sont les zones agricoles, etc. Enfin, vous avez déjà certainement vu ce document. Dans ce document, eh bien, le maire a le pouvoir d'indiquer dans ce document la protection du patrimoine, c'est-à-dire qu'il a le droit de mettre des petites étoiles sur les bâtiments remarquables à protéger dans son PLU, en dehors de toute action de l'architecte des bâtiments de France, en dehors du secteur de l'ABF. Du coup, ces bâtiments sont protégés par le PLU. On peut dedans imposer du recours à certains matériaux. On peut dire, ben moi, j'impose que dans mon village, c'est des tuiles comme ça, et il n'y aura pas de bac acier, il n'y aura pas de tôle, etc. Donc, si vous voulez, il y a une puissance, il y a une responsabilité, il y a une force qui est aux élus locaux et dont certains élus ne se sont pas encore saisis, malheureusement. Voilà, j'étais un peu longue, je peux m'en excuser. Non, c'est passionnant. Marc, vous vouliez encore ajouter quelque chose? Il est oui, alors parce qu'en fait, 5 minutes encore. Malheureusement, j'espère que tout le monde ne sera pas vexé qu'on réponde pas toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait dans les questions. Je voulais réagir sur la question un peu sur les problématiques de villages traditionnels, en fait désertés au profit des lotissements et à l'extérieur des villages. C'est une situation en fait qui est dramatique. Alors ça concerne pas que les villages d'ailleurs, hein, en l'occurrence, sont concernés là-dedans en fait toutes les villes moyennes, comme Bourg-en-Bresse par exemple, hein, en fait en l'occurrence. Toutes c'est pas que les petits centres-bourgs en fait qui sont désertés. Alors là-dessus, moi j'ai envie de répondre de façon un peu large en fait, parce que d'abord il y a un héritage en fait, l'héritage en fait qui est constitué par ces centres-bourgs, souvent en fait ont du mal à s'adapter en fait au mode de vie contemporain. Là, il y a peu de lumière dans les logements, souvent ils sont pas dimensionnés correctement. Il y a des problématiques en fait aujourd'hui d'isolation en fait qui sont nécessaires en fait et sur lesquels tous les bâtiments anciens sont pas vraiment conformes en fait aux objectifs au moins d'économie en fait d'énergie, etc., qui supposent des travaux. Et en fait souvent comment dire, la ville ancienne, en fait, en vérité, enfin, malheureusement, elle n'est pas vraiment résiliente, ou en tout cas adaptable, en fait, au mode de vie contemporain, même si on peut y trouver les commerces encore, et encore, en fait, là, c'est encore une vraie question. Et donc, moi, j'ai envie de répondre, en fait, de façon un peu générale, en fait, sur cette question, parce que on est tous responsables de cette situation. En fait, à mon sens, en fait, dans les modes de vie et dans les usages en fait qu'on pratique, notamment en fait sur le fait que, enfin moi je l'ai observé avec ma maison en fait parce que j'avais pas été confronté à cette question. Je me suis rendu compte, je sais pas si vous avez conscience en fait tous de ça, mais du poids en fait important du code civil dans la relation du voisinage. Les villes en fait sont construites avec les notions de mitoyenneté et en fait un code civil qui date en fait de Napoléon, qui est d'ailleurs en fait si je me trompe pas qui a été exporté dans plein de pays en fait parce que c'est un modèle du genre en fait ce code civil, mais donc il règle en fait toutes les relations entre voisins. Et en fait il y a des petits arrangements. En fait, je sais pas si peut-être sans doute ça vous dit quelque chose à chacun, mais des petits arrangements entre voisins, en fait, plus ou moins légaux, en fait, qui ont fait que un tel a voulu faire ça, mais en fait, il n'a pas demandé l'autorisation à son voisin, etc. Et en fait, en gros, c'est une situation, enfin souvent, c'est des situations particulièrement complexes, et donc en fait, c'est plus facile. Qu'est-ce que c'est plus facile, en fait, d'acheter un terrain et de mettre une maison au milieu d'un terrain, loin des limites séparatives, en fait, pour pas
être, comment dire, concerné par le code civil d'une certaine manière. Donc ça, moi je vois ça en fait de façon assez forte enfin c'est l'expérience de ma maison qui m'a amené à me rendre compte en fait que l'habitat individuel, en tout cas projeté en fait, investir en fait dans un bien qui est soumis en fait à ce code civil de façon plus ou moins réglementaire, avec les propriétaires successifs en fait qui ont fait plus ou moins n'importe quoi, sans contrôle justement et sans accord, en fait c'est un héritage qui est lourd en fait. Souvent c'est de l'héritage parce qu'en fait souvent on peut être séduit par le charme d'une maison et puis au final il y a des vices cachés en fait parce que la fenêtre elle donne en fait telle fenêtre donne chez le voisin alors qu'en fait le voisin était pas, on se rend compte de plein de conflits comme ça petit à petit, on sait pas trop. Enfin, je vais pas tout décrire, toutes les problématiques qui font que, en grande partie, en fait, il y a une sorte de méfiance, en fait, d'assumer, d'habiter, de réinvestir, en fait, ces centres anciens. En fait, le pavillon à l'extérieur du village serait une preuve supplémentaire de notre individualisme. Exactement. Mais ça, c'est clair, en fait, c'est évident. Enfin, ça, c'est une évidence absolue, en fait. C'est sûr que, en fait, chacun chez soi, en fait, dans son clos, isolé des voisins, en fait, en fait, je pense que c'est aussi c'est une culture, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est la conséquence d'une publicité qui était, je sais pas, il y a quelques décennies où, en fait, l'aboutissement d'une vie, c'est la maison, le chien, et on peut faire le tour de sa maison sans parler à ses voisins. Et ça, c'était un petit peu ce qu'on a mis dans la tête des gens, et donc c'est devenu l'idéal à atteindre, en fait. Oui. Et donc, il y a aussi un problème, je pense, mais Marc en parlait tout à l'heure, par rapport à cette histoire de voisins, il y a un problème d'éducation, en fait, tout simplement, de culturation des gens. C'est quoi une belle architecture? C'est quoi habiter quelque part? C'est pas forcément ce qu'on vous dit à la télé et dans les pubs, vous voyez. Enfin, c'est pas forcément ce que vous dit l'agent immobilier. Oui. C'est autre chose. C'est des choses à inventer qui sont propres à chacun, qui sont de l'ordre de l'intime. Et c'est pas forcément rentrer dans les cases, voyez, du promoteur, quoi. Oui, puis si les commerces disparaissent en fait en centre-ville avec les artisans, c'est aussi le résultat de notre mode de vie. En fait, en gros, où est-ce qu'on va faire les courses? Réfléchissons tous. En fait, moi, je vais à Carrefour en fait faire mes courses parce que aujourd'hui il y a plus d'offres. Mais en fait, l'épicerie, la petite épicerie qui a un peu un choix un peu limité, en fait, on préfère aller à un endroit où on trouve tout sur place plutôt qu'aller flâner dans les rues, etc. Donc en fait, il y a une responsabilité collective, effectivement. Mais bah oui, en fait, c'est de la façon dont on consomme et donc c'est des choses qui sont, enfin, sur lesquelles on travaille nous en fait par ailleurs en fait, sur des études urbaines. Je peux essayer de vous donner un peu d'espoir parce que je vois qu'Isabelle, voilà, regarde sa montre et pas qu'on traîne trop. Mais je voudrais finir sur un message un peu d'espoir parce que justement, c'est bête, mais le Covid montre que justement on n'a plus envie de s'entasser dans peut-être des maisons pavillonnaires et que peut-être grâce au télétravail, regardez aujourd'hui, on est tous ensemble en étant chez nous. Donc il y a ces nouvelles technologies qui permettent quand même d'avoir des liens entre nous, de travailler peut-être à distance et peut-être de réinvestir justement ces centres historiques qui ont perdu ou nos campagnes, notre ruralité, de la réinvestir parce qu'à partir du moment où on a Marc, il faut que tu arrêtes de faire. Non, pardon, je plus avoir de son dans 2 secondes. D'accord. Donc d'avoir en fait de réinvestir cette ruralité grâce à ces sujets-là. Parce que, en fait, tout simplement, on peut vivre en fait à distance maintenant, et donc on peut réinvestir en fait les centres historiques. On peut retrouver du bonheur dans la ruralité, parce qu'on est loin de son travail, mais c'est pas grave puisqu'on a le télétravail, etc., etc. Donc je sais pas, j'ai perdu un peu le fil de mon propos. Et donc c'est une conclusion absolument magique. Donc en fait, le réhabiter le patrimoine ancien va nous permettre dans nos villages de retrouver une cohésion sociale et une notion de vivre ensemble. Et, donc, et on va plus proche, et ça, c'est le vivre ensemble, et c'est aussi je pense que, je ne sais pas exactement quelle est la génération qui nous écoute aujourd'hui, mais en tout cas ma génération, voilà, autour de moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est on a envie de revenir au réel, au concret, on a envie d'avoir son potager, de faire pousser ses tomates.
Vous voyez, et d'être peut-être dans des petits villages, on n'a plus forcément envie d'être à New York, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être, il faut avoir confiance en ça, en fait, je pense, en la suite, quoi. Voilà, pour ma conclusion. Il faut avoir confiance aussi dans l'autre versant qui est aussi dans les quartiers neufs, en fait, de créer des conditions, en fait, qui sont équivalentes, en fait, à ça. Et ça, c'est pas, enfin, moi, c'est mon travail aussi en tant qu'urbaniste. En fait, parce que les deux versions de la ville existent. En fait, moi, je pense pas en fait à l'opposition entre ville et campagne, par exemple, ou entre métropole et village. En fait, je pense qu'il faut penser la complémentarité en fait entre les deux. D'abord parce que même sur une vie d'une personne, en fait, on peut être amené à être nomade, en fait, finalement, et à trouver son compte, en fait, différemment selon les époques, quoi. En fait, donc là, il y a vraiment, enfin, moi, je pense que, enfin, là-dessus, on passe. Enfin, peut-être, enfin, moi j'ai peut-être envie de conclure là-dessus. En fait, la question du patrimoine, c'est pas le vieux contre l'ancien, et c'est pas c'est pas non plus le village rural contre la ville, la métropole. En fait, c'est un aspect des choses, en fait, qui est, enfin, pour revenir à la question du patrimoine, c'est un complément. En fait, c'est la complémentarité, en fait, comment dire, en fait, enfin, faut voir les choses de façon complémentaire et pas de façon opposée, quoi, en fait, en gros. Et sachant que le patrimoine n'est pas 100% quelque chose du vestige ou du musée, en fait, et qu'en même temps, en fait, le patrimoine qu'on construit au quotidien, en fait, dans le neuf, en fait, il devient aussi lui-même patrimoine, quoi, en fait. Donc les questions sont beaucoup plus. Enfin, je pense qu'il faut avoir en fait, cette lecture un peu des choses là, en fait, qui dépasse en fait les oppositions pour arriver à réfléchir sur la façon dont on agit, la façon dont il y a une responsabilité quand même globalement de ses propres choix personnels vis-à-vis aussi des enjeux contemporains. En fait, on a parlé d'écologie mais on n'a pas trop abordé le caractère écologique en fait de la notion de patrimoine. Mais en fait, pour simplifier, en gros, la meilleure manière de ne pas dépenser d'énergie, c'est de ne pas faire. En fait, hein, c'est sans doute. Donc, à la limite, donc ça veut dire aussi avoir un regard en fait beaucoup plus affiné, beaucoup plus pointu en fait sur ce qui est déjà fait, dont on hérite et qui n'a pas besoin forcément d'être soit supprimé, soit transformé grandement. Il faut aussi s'adapter en fait. Ça amène aussi dans les modes de vie et les choix, la capacité de s'adapter à ce dont on hérite en fait. Et ça, c'est une chose qui est complètement liée avec des démarches vis-à-vis de la transition écologique et des notions de stratégie bas carbone. En fait, quelque part, en fait, on parle de ça maintenant. Merci infiniment tous les deux, c'était vraiment passionnant. On aurait envie de refaire un autre webinaire sur les questions de droit, sur les questions d'argent dont on avait pensé parler, dont on n'a pas parlé. Mais juste en résumé, et là c'est moi qui dis un dernier mot, je ne vous laisse plus la parole ni à l'un ni à l'autre, juste pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément d'argent pour faire de belles choses, qu'il faut bien s'entourer et qu'avec des beaux matériaux et un bon architecte, on peut faire énormément. Merci encore, merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. On a notre prochain webinaire va être affiché, je crois, juste sur le dernier écran après la fin de mon intervention. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Bonsoir à tout le monde.